En préparation pour l'élection présidentielle russe de ce mois-ci, Poutine a promis d'ajuster les griefs économiques du pays lors de son prochain mandat. Cependant, la manière dont il prévoit de mettre en œuvre les réformes reste à déterminer, car deux groupes rivaux travaillent sur des feuilles de route contradictoires. Je m'appelle Shervin, et bienvenue sur Caspian Report. La vague de griefs économiques de la Russie s'est accélérée entre 2014 et 2016, lorsque le pays a connu deux complications financières. Premièrement, le prix du pétrole brut, qui est la substance principale de l'économie russe, a chuté de 108 en septembre, 2013 à près de 30 $ en février, 2016. Deuxièmement, les sanctions occidentales contre les banques et les entreprises énergétiques russes, qui étaient en réponse à l'annexion de la Crimée par le Kremlin, ont paralysé les investissements dans le pays. En conséquence, le gouvernement de Poutine a utilisé les fonds souverains de la Russie pour couvrir les déficits budgétaires. Mais dans le processus, le gouvernement a presque épuisé ses réserves de capital. Ces dernières années, une douzaine d'autorités régionales se sont noyées dans la dette, tandis que le gouvernement central à Moscou a maintenu un faible niveau de dette nationale. Les mauvaises conditions économiques dans les administrations régionales sont si graves qu'en 2017, beaucoup d'entre elles n'ont pas réussi à payer les impôts fédéraux à Moscou. En réponse, le Kremlin a éliminé un nombre record de 19 gouverneurs. De plus, des centaines de banques ont été nationalisées et fermées dans tout le pays en raison de la corruption endémique et de l'incompétence dans les administrations régionales. En réponse aux pénuries, Moscou a pris plus de responsabilités et a centralisé l'économie. Entre 2008 et 2017, la croissance économique moyenne en Russie était d'environ 1%. C'est nettement inférieur à la croissance de la zone euro et des États-Unis. En raison de la sous-performance de la dernière décennie, les décideurs politiques russes travaillent sur des feuilles de route pour revitaliser l'économie. Cependant, il existe deux courants de pensée opposés. L'ancien ministre des Finances, Alexei Koudrine, qui travaille avec Poutine depuis les années 90, dirige la faction libérale. Ensemble avec le président-directeur général de Sberbank Herman Gref et la présidente de la Banque centrale Elvira Nabiullina, Koudrine souhaite libéraliser l'économie russe et diminuer le rôle de Moscou. Les libéraux croient que la bureaucratie hautement centralisée dissuade l'investissement dans le pays. À cet égard, Koudrine a proposé de canaliser les fonds militaires et de sécurité, qui ont grimpé en flèche ces dernières années, vers la santé et l'éducation. L'idée est que si les Russes peuvent travailler plus longtemps et acquérir de meilleures compétences, cela améliorera l'économie. En essence, Koudrine et ses alliés soutiennent que la Russie ne peut attirer des investissements qu'en rendant son secteur privé plus attrayant. Actuellement, Koudrine travaille sur une feuille de route économique pour le prochain mandat de Poutine. Parmi ses propositions figurent la réforme des taxes sur les nouvelles entreprises, la réduction de la bureaucratie de Moscou, l'amélioration de l'application de la loi, la lutte contre la corruption, le renforcement de l'infrastructure, la modernisation des industries manufacturières et la création d'un système de retraite plus durable. Bien que le groupe libéral ait des liens puissants avec le Kremlin, ils sont concurrencés par les conservateurs et les entreprises d'État. Ce groupe est dirigé par Boris Titov, et il croit que le programme de privatisation et les réformes de Koudrine encourageraient le mécontentement social à travers le pays. En contre-proposition, Titov souhaite que le gouvernement joue un rôle encore plus grand pour protéger la sécurité nationale. Plus précisément, il croit que l'investissement en Russie devrait provenir du gouvernement et non des multinationales étrangères. Dans cette optique, Titov souhaite que Moscou réduise considérablement les taux d'intérêt pour permettre à la banque centrale d'imprimer plus d'argent et de contracter ensuite plus de dettes. L'idée est que cela permettrait aux entreprises d'État d'emprunter des fonds à un tarif réduit et d'investir cet argent dans leurs industries respectives. Cette proposition d'investissement soutenue par l'État est soutenue par la plupart des oligarques et des industriels car ils ont beaucoup à gagner des injections de crédit financées par le gouvernement. En réponse au plan de Titov, Koudrine soutient que de telles mesures dévalueraient drastiquement le rouble et permettraient à l'inflation de dépasser les niveaux acceptables. Essentiellement, les propositions de Koudrine et Titov se contredisent, et il est incertain de savoir à qui Poutine prêtera attention lors de son prochain mandat. Pourtant, l'économie de la Russie moderne est intrinsèquement liée au système politique du pays.
La vérité, c'est que les Russes ont toujours privilégié la sécurité politique à la croissance financière. Cette politique économique, connue sous le nom de Poutinomics, peut être examinée sous 3 dimensions. Le premier aspect de la Poutinomics est de maintenir la stabilité macroéconomique à tout prix. Cela signifie un faible déficit budgétaire, une faible inflation et des niveaux de dette faibles. Ayant vécu l'effondrement économique des années 90, les décideurs politiques russes savent très bien qu'une crise budgétaire peut détruire la popularité d'un président et même renverser des gouvernements. Lorsque Poutine a pris ses fonctions pour la première fois, il a consacré une grande partie des revenus énergétiques de la Russie pour rembourser la dette extérieure du pays en avance sur le calendrier. Même avec la chute des prix du pétrole brut, le gouvernement russe maintient un déficit budgétaire d'environ 1% du produit intérieur brut, ce qui est bien inférieur à celui de la zone euro. Cela est principalement possible grâce aux sévères mesures d'austérité. Poutine a également soutenu l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale, ce qui a freiné l'inflation, mais a également limité la croissance du produit intérieur brut. Les conseillers financiers de Poutine soutiennent que le peuple russe souhaite avant tout la stabilité financière. Le deuxième aspect de la Poutinomics est de prévenir les troubles sociaux en assurant la stabilité du marché du travail, comme des pensions stables et un faible taux de chômage. Dans les années 1990, les salaires, les prestations sociales et les pensions gouvernementales n'étaient souvent pas payées pendant des mois. Sans surprise, cela a conduit à des protestations et a contribué au discrédit politique de Yeltsin. Lorsque la crise la plus récente a frappé la Russie, le gouvernement a choisi de diminuer le salaire minimum de 10% plutôt que de laisser le chômage augmenter. En comparaison avec l'Occident, après la récession de 2008, les salaires moyens aux États-Unis ont maintenu les mêmes niveaux, mais des personnes ont été licenciées. Donc, encore une fois, le récit à Moscou est que la réduction des salaires est préférable au licenciement massif. La raison est que le peuple russe est plus susceptible de protester contre les fermetures d'usines que contre les réductions de salaires. La préférence de la politique sur l'économie détermine également la politique des prestations sociales en Russie. Poutine a géré la crise économique actuelle en réduisant les fonds pour l'éducation et la santé, pour maintenir les pensions et les prestations sociales stables. Cependant, cette attitude s'est faite au détriment du capital humain de la Russie. L'argent n'est tout simplement pas investi dans l'avenir, mais est redirigé vers la stabilité politique. Le dernier point de la politique de Poutine est de permettre au secteur privé de fonctionner librement, mais uniquement dans les secteurs qui ne compromettent pas les politiques et capacités gouvernementales et géopolitiques. C'est là que l'oligarchie russe entre en jeu. En tant que partisans de Poutine, les oligarques qui dominent les entreprises d'État se sont intégrés dans l'effort du gouvernement pour maintenir un marché du travail stable. Ainsi, des industries comme l'énergie, les médias, l'armée et d'autres entreprises qui croisent la politique sont interdites. Mais quelqu'un qui possède une franchise de supermarché a moins de restrictions. Prises ensemble, les politiques de Poutine ont montré que le gouvernement apprécie la croissance, mais préfère conserver le pouvoir. En tant que tel, l'objectif de la Poutinomie n'est pas de maximiser les revenus des ménages et le produit intérieur brut. Ces objectifs requièrent des politiques différentes. Pourtant, contrairement à de nombreuses autres nations dépendantes de l'énergie, la Poutinomie a maintenu la Russie politiquement stable et l'élite dirigeante au pouvoir. Dans ce contexte, les réformes de Koudrine, qui sont nécessaires à long terme, mettent en péril le statu quo. Cela pourrait même fâcher certains groupes importants, qui ont des intérêts acquis dans les injections de crédits financées par le gouvernement. Les réformes de Koudrine pourraient même affaiblir l'emprise de Poutine sur le pouvoir. Pendant ce temps, le plan de Titov pour un plus grand investissement gouvernemental maintiendra le système politique stable, mais en contraction, car le capital humain et le secteur privé resteront négligés, tandis que d'énormes sommes de crédit sont gaspillées dans des entreprises d'État corrompues. Il est tout à fait possible que le plan de Titov puisse doubler la croissance du produit intérieur brut, mais il y a aussi une chance qu'il stimule l'inflation et fasse s'effondrer le rouble. En comparaison, les réformes de Koudrine pour investir dans le capital humain et améliorer le secteur privé sont plus sensées. Mais pour obtenir les fonds nécessaires sans contracter de dettes supplémentaires, Poutine devra réaffecter les dépenses des services de sécurité et de l'armée vers l'éducation et la santé. De toute évidence,
Cela ne convient pas au complexe militaro-industriel russe et aux entreprises d'État, qui sont parmi les plus fervents partisans de Poutine. Ce n'est pas exactement un groupe que le président souhaite contrarier, car cela minerait sa propre coalition politique. De plus, le complexe militaro-industriel et les entreprises d'État contrôlent environ les 2/3 de l'économie. Ils fournissent également un emploi à des millions de Russes. Ainsi, les dépenses militaires et de sécurité de Moscou ne servent pas seulement à financer des conflits étrangers, mais à l'instar de son homologue américain, le complexe militaro-industriel russe et les entreprises d'État forment l'épine dorsale de l'économie russe. Si Poutine réduisait les dépenses militaires et de sécurité, non seulement les groupes exposés défendraient ce qu'ils considèrent comme leur territoire, mais cela risquerait de provoquer des licenciements et donc d'augmenter les troubles sociaux. L'arrangement entre le gouvernement et le complexe militaro-industriel et les entreprises d'État rend la direction russe incapable de réformes substantielles. Même prendre des mesures contre la corruption n'est pas réalisable. La plupart des oligarques qui entourent le président sont des facilitateurs de transactions corrompues, car leurs pratiques commerciales dépendent de l'extorsion et du pouvoir de monopole. Selon les paramètres de la Poutinomics, les réformes contradictoires de Koudrine et Titov présentent toutes deux des risques inacceptables. Le président a construit une réputation durement gagnée en tant que fournisseur de stabilité politique et économique. Si les réformes échouent, le public blâmera Poutine. Compte tenu de tout cela, le résultat le plus probable est que lors de son prochain mandat, Poutine mette en œuvre des réformes partielles des deux camps. Cependant, cela ne suffira pas à changer substantiellement le système. En comparaison avec d'autres marchés émergents, l'économie russe continuera à sous-performer en 2019 et dans un futur proche. La vérité est qu'en dépit des promesses politiques, sans une refonte complète, le Kremlin est tout simplement incapable de réformes économiques. C'était un rapport Caspien, Shirvan. Un grand merci à nos contributeurs sur Patreon qui nous donnent les ressources pour continuer notre travail et rester autonome et indépendant des sponsors. Si vous souhaitez rejoindre notre réseau, ou si vous cherchez plus d'informations, visitez patreon.com/caspianreport. Merci pour votre temps, et Saol.